bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Vous êtes ministre de l'Éducation nationale. Tous les matins, on est saisi d'effroi en écoutant les informations. Comment vous avez réagi à la nouvelle de cet incendie dans une centrale nucléaire? Avec inquiétude et vigilance, bien sûr. C'est toujours très grave ce type d'événement. On sait bien qu'une guerre comme celle-ci peut générer des choses de ce type. Et donc aujourd'hui, tout le monde est en train de travailler pour regarder, pour mieux analyser d'abord, parce que les informations sont encore parcellaires. À ce stade, il semble qu'il n'y ait pas de centre vital atteint. Savoir, incendie maîtrisé, donc pas d'incident nucléaire. Pour l'instant, pas d'incident nucléaire à ce stade, mais bien sûr, ça réclame une analyse et puis surtout de regarder ce qui va se passer maintenant que les forces russes sont là. Et donc, on peut évidemment espérer que la raison va quand même l'emporter, même si depuis quelques temps, on doute. Certaines choses peuvent parfois nous en faire douter. Oui, oui, absolument. Bon. Pour l'instant, les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN sont réunis à Bruxelles. Il est possible que Jean-Yves Le Drian, à la sortie de la réunion, prenne la parole. Et donc, bien entendu, s'il le faisait, nous retransmettrions ses propos sur LCI. Nous allons parler de la campagne présidentielle, Jean-Michel Blanquer, avec la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron. Peut-être avant, le Premier ministre a annoncé hier sur TF1 qu'on ne porterait plus de masques dans les endroits publics, et notamment à l'école à partir du 14 mars. Alors comment ça va se passer pour l'école ? Il a annoncé en fait le fait que c'était la norme en population générale, et comme depuis le début, nous avons une cohérence entre ce qui se passe en population générale et ce qui se passe à l'école, avec des adaptations. La suite logique, c'est évidemment que les enfants, les adolescents, les écoliers, collégiens, lycéens, ne porteront plus le masque à partir du lundi 14 mars en classe. C'est évidemment une bonne nouvelle. Ça concerne les enseignants aussi. Ça concerne les enseignants, tout le monde en fait. Et donc c'est évidemment une bonne nouvelle. Ça fait longtemps qu'on le souhaitait tous. Ça n'était pas possible pour des raisons évidentes. Ça le devient. Après, il y a d'autres détails dans lesquels il faut rentrer, d'évolution du protocole. Oui. Et pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. On a une instance, vous savez, de coordination avec les organisations syndicales et les autorités de santé. Elle aura lieu le 9 mars prochain, donc mercredi de la semaine prochaine. Et là, on pourra atterrir sur des mesures qui s'appliqueront au 14 mars, avec donc une évolution des protocoles. Vous savez, on a depuis le début une série de catégories de mesures. C'est tout ce qui a trait au brassage, tout ce qui a trait aux mesures aussi que les collectivités locales prennent pour nettoyer, tout ce qui a trait à la vie à la cantine, aux activités sportives. Par définition, les choses vont aller dans le sens de l'allègement, donc d'une vie quotidienne qui sera quand même plus agréable pour tout le monde. Simplement, il faut voir où on met le curseur, et c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement. Mais le masque disparaît dans tous les cas de figure, c'est-à-dire dans les salles de classe et aussi à la cantine, par exemple. Il n'y a plus de masque. Alors, c'est ce que nous préciserons dans le cadre du protocole, mais a priori, la réponse est plutôt oui, mais voyons... Nous devons encore consulter un certain nombre d'autorités. Vous avez noté que, sans être alarmiste, des épidémiologistes disent n'allons quand même pas trop vite, le virus est toujours là, il y a des populations fragiles. Est-ce que c'est pas un peu tôt? Vous notez tout cela? Est-ce que Bien sûr. Les décisions sont prises malgré tout? Alors, une partie des décisions est prise, et puis il reste des choses à préciser, précisément en consultant les spécialistes, les épidémiologistes, que nous faisons depuis le début. Depuis le début, nous sommes sur une ligne de crête entre des préconisations des épidémiologistes, aussi d'autres aspects de santé publique. Nous savons bien que, par exemple, les aspects psychologiques sont très importants, et que, depuis le début, si nous avons prôné à ce point-là l'école ouverte, c'est parce qu'on avait, je dirais, la perspective large, c'est-à-dire non seulement le fait que les enfants, évidemment, soient le moins contaminés possible, mais aussi qu'ils aient une vie la plus normale possible, qu'ils aillent en plein air. Par exemple, le sujet de l'activité sportive, c'est essentiel. Oui, vous savez, j'ai beaucoup poussé le 30 minutes d'activité physique par jour à l'école primaire. Ça, par exemple, le fait que ce soit possible sans masque tous les jours, c'est quelque chose de très important pour la santé. La santé n'est pas que le Covid. Et donc, bien se nourrir aussi, par exemple, c'est un point important. Donc, tous ces sujets-là, nous les voyons dans leur globalité. Et c'est comme ça que nous avons avancé toujours par étapes. Et là, c'est une étape supplémentaire. Pas la dernière, il y aura encore évidemment des mesures d'encadrement, et donc nous essayons de faire les choses de la manière la plus progressive et rationnelle possible. Avez-vous perçu depuis hier les annonces du Premier ministre une inquiétude ou pas chez les syndicats d'enseignants? Est-ce qu'ils répercutent quelque chose de la part des enseignants qui relèverait de ce sentiment? Comme tout le monde, ils ont la double vision, c'est-à-dire à la fois la vigilance par rapport au fait de ne pas aller trop vite, et en même temps le soulagement de voir que ceci va
va nous permettre d'avoir une meilleure vie quotidienne. Donc maintenant, c'est encore une fois une question de savoir poser le curseur au bon endroit. Et j'ai vu qu'il y avait des positions un petit peu différentes, mais c'est comme ça depuis le début de la crise, donc c'est normal. Vous y êtes habitué. Un peu, c'est mon métier. Et donc le 9 mars, on aura le détail du protocole sanitaire qui sera appliqué à l'école à partir du lundi 14 mars. Exactement. D'accord. Campagne électorale présidentielle, parce que voilà, ça existe, la vie continue malgré ce qui peut se passer et quelquefois peut nous angoisser. Le président de la République est candidat à un nouveau mandat. Oui, ça n'a échappé à personne. Oui. Voilà. Vous avez eu l'occasion, parce que vous êtes ministre de l'Éducation depuis 5 ans, oui. Vous avez eu l'occasion, dans la dernière année, les derniers mois, de parler avec lui, je me présente pas, j'hésite. Vous avez eu ce type de discussion avec lui ? Honnêtement, peu ou pas, enfin, c'est peut-être de manière implicite, mais je pense que ce type de décision, c'est surtout de soi avec soi. Donc il a eu. Oui, la décision. Après, oui, par contre, parler du futur, oui. Non, ce qui est certain, c'est qu'on a énormément parlé de l'avenir. Donc, par définition, on se projetait dans le futur. Et ce qui est important pour la France, de ne pas être dans le court-termisme, mais vraiment, je pense particulièrement à France 2030, vous voyez, qui est d'ailleurs un peu évoqué dans la lettre, c'est-à-dire les grands investissements d'avenir à l'horizon 2030, ce qui fait que la France va se réindustrialiser, se former toujours mieux, ce qui est évidemment au cœur de mon sujet. Pour moi, vous savez, le projet macronien, depuis 2017, c'est comment permettre que chacun maîtrise son destin et comment permettre que la France maîtrise son destin. Destin personnel, destin collectif. Ça résume, à mon avis, ce qu'il y a à faire, et ça passe d'abord et avant tout par l'éducation, et puis évidemment par les sujets de souveraineté, à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe. On le voit bien aujourd'hui sur les sujets de défense, mais c'est vrai aussi sur les sujets d'industrie ou d'agriculture. Le salon de l'agriculture l'a d'ailleurs bien montré ces derniers temps. Regardez ce qui va se passer avec le blé ukrainien et le blé russe qui va manquer sur les marchés mondiaux. Tout ceci a des conséquences en chaîne, et nous devons être un pays fort, capable de faire face à cette nouvelle situation. Vous êtes heureux de sa décision de se représenter ? Oui, bien sûr. Je pense que c'est une bonne chose pour la France. Vous avez voté pour lui ? Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense que c'est une bonne décision pour la France. On a besoin des qualités dont il a fait montre. Vous savez, je pense que dans une élection présidentielle, il y a à la fois le sujet de l'homme ou de la femme, l'être humain qui se présente, la personne qui se présente, et puis après son programme politique. Les deux, évidemment, sont fondamentaux. Et je pense que s'agissant du premier point, c'est-à-dire qui est Emmanuel Macron, sa capacité à diriger, sa capacité aussi à avoir une vision, je pense que beaucoup de Français aujourd'hui ont vu qu'au pied du mur, il a su montrer des qualités qui sont celles d'un chef d'État. C'est très important. Et puis sur le programme, bien, il a affiché maintenant les grandes tendances. Et bien sûr, on va en parler. Et bien sûr, on va préciser. Nous sommes là aussi pour Vous avez cela. lu la lettre, bien sûr. Oui, bien sûr. Vous l'avez lu. Oui. Si je peux me permettre, vous prenez cher dans la lettre. Vous, Michel Blanquer, ministre de l'Éducation. J'espère surtout que ça va... Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je comprends, mais je comprends l'inverse. Parce qu'il y a 2 lignes sur l'éducation, et il dit que pour le prochain mandat, il souhaite des enseignants plus libres, plus respectés et mieux rémunérés. En creux, ça dessine un bilan qui n'est pas très bon. Non, ça dessine la prolongation de ce que nous avons commencé à faire. Qu'est-ce que ça veut dire plus libre ? Plus libre, ça veut dire leur donner un grand pouvoir d'initiative, notamment l'autonomie des établissements plus forte. Prenez par exemple le cas du lycée, la réforme du lycée que nous avons faite, c'est déjà un peu plus d'autonomie, puisque vous pouvez choisir par exemple de créer un enseignement de spécialité ou pas dans un établissement. Plus libre maintenant. Alors après, c'est ce qui va être précisé au cours des prochains temps. Le président va s'exprimer sur l'éducation. Évidemment que j'ai quelques idées, mais c'est sur l'idée tout simplement de permettre, là encore à la fois sur le plan personnel, que chaque professeur puisse aussi avoir sur le plan de la carrière. Ce sont des choses que j'ai commencé à faire d'ailleurs. Permettre qu'un professeur puisse aller sur un poste à profil, permettre d'avoir des entretiens de carrière plus fréquents, avoir une gestion des ressources humaines beaucoup moins anonyme. Autant de choses qu'on a commencé à faire et qui évidemment ont vocation à s'accentuer. Qu'un directeur d'établissement puisse recruter lui-même ses professeurs ? Alors, par exemple, c'est ce que nous faisons avec les postes à profil ou avec l'expérimentation à Marseille, que des choses de ce type puissent se produire au bénéfice de tous, pour que les professeurs soient heureux d'être chacun là où il est, et donc que les choses soient plus humaines, tout simplement. Plus libres. Et ça, plus libre et donc plus humaine, c'est ce que nous... mais c'est pas parce qu'on ne l'aurait pas fait pendant 5 ans, c'est parce qu'il faut aller plus loin maintenant pendant les 5 prochaines années. Plus respecté. Même chose, nous avons fait beaucoup sur cette question, vous le savez bien. C'est pas une formulation curieuse quand même dans l'ensemble, parce que vous êtes pas... Enfin, quand même, c'est une manière de dire... en plus, c'est le seul secteur où il est un peu précis. Enfin, du moins,
Parce que ce sera la grande priorité. Et non, mais je suis très heureux de ça, moi. Vous l'avez pas pris comme formulation? Cette formulation, vous Non, n'avez pas de toute façon, je participe de cette logique. Et vous savez, il faut 10 ans pour transformer un système éducatif. Notre bilan en matière éducative, il est extrêmement intéressant aujourd'hui. L'école primaire a connu une réforme très profonde. Le dédoublement des classes touche 350 000 élèves par an. Le niveau, pour la première fois depuis longtemps, remonte en français et en mathématiques. Nos évaluations, qui sont elles aussi des nouveaux éléments en CP, en CE1, en 6e, nous ont montré le début d'un progrès, malgré la crise Covid. Nous avons réussi à être un des pays qui a le plus ouvert l'école dans la crise, ce qui, évidemment, nous fait un atout comparatif par rapport au reste du monde. Ça, c'est des éléments de bilan très forts. Nous avons réformé le baccalauréat, là où, depuis 30 ans, on disait qu'il était à bout de souffle. Et maintenant, les élèves peuvent beaucoup plus choisir, sont plus libres, ils approfondissent davantage. C'est un bilan dont on peut être très fier. Simplement, il faut 10 ans pour transformer le système éducatif. Et donc, c'est normal qu'on ait encore de l'ambition pour la suite. Mieux rémunéré. On s'est moqué d'Anne Hidalgo il y a quelques semaines quand elle disait qu'il faut payer beaucoup plus les professeurs. Et puis voilà qu'Emmanuel Macron elle avait dit qu'il faut doubler. Doubler, c'est peut-être pas raisonnable. Dans le quinquennat. Oui, mais pour être honnête. Mais doubler, je pense que même les professeurs dans le quinquennat, qui sont concernés ont compris que... Pas... Non, mais on a commencé déjà, par exemple, les professeurs les plus jeunes, ils le voient sur leur feuille de salaire des derniers temps, en 2 années, ils ont eu autour de 180 € en plus par mois, grâce au Grenelle de l'éducation. Bien sûr, j'étais le premier à le dire très fortement, donc c'est pour ça que je suis très heureux de ce qui est écrit dans la lettre, parce que c'est une perspective qui se prolonge en quelque sorte. C'est très important, les professeurs doivent être mieux payés, c'est évident, je n'ai cessé de le répéter. Vous dites qu'il faut 10 ans pour faire toutes ces évolutions. Et on est à mi-chemin. Si Emmanuel Macron est réélu, ça c'est les Français qui décideront, bien sûr. Anticiper, ça veut dire que vous allez poursuivre votre tâche? Non, ça c'est... Enfin, non, je ne sais rien. Il y a 5 ans que vous êtes... On peut parler de vous? Si vous voulez, vous êtes ministre. C'est pas le sujet le plus intéressant du moment. Mais on va terminer par là, si vous le voulez bien, c'est très sympathique. Vous êtes ministre de l'Éducation depuis 5 ans, pardon, c'est une forme de record. Oui, c'est le record. C'est le record. Vous avez envie de continuer ou pas? Moi, j'ai envie d'être... Non, je ne suis pas fatigué, j'espère que ça se voit. Je suis passionné par l'éducation. C'est un sujet... On peut le faire ailleurs, ça. Comment? On peut le faire ailleurs qu'au Oui, bien sûr. C'est pas pour autant que j'ai vocation à être... Un jour, je cesserai d'être ministre de l'Éducation. Un jour, vous serez ancien ministre. Un jour, je serai ancien ministre. Ça arrivera forcément, vous le savez. Mais ce qui est certain, c'est que ma passion pour l'éducation, elle est là. Si je suis devenu ministre de l'Éducation, c'est parce que je pense que c'est le sujet fondamental et parce qu'il y a des choses à faire. Il faut que notre pays soit uni autour de son école. Et si la campagne permet cela, elle doit permettre du débat, c'est évident, mais elle doit aussi permettre après de l'unité dans l'action et que chacun sente, les parents d'élèves, les professeurs, l'ensemble de notre pays, que oui, notre école va de l'avant. Et mais vous encore une fois, continuer je suis prêt à servir mon pays d'une manière ou d'une autre. Et peut-être que c'est là que je peux être utile. C'est à la fois sincère et de la langue de bois, parce que ça peut pas être... Oui, mais c'est voilà, je vais pas, pour ne pas faire de langue de bois, ne pas vous dire quelque chose de sincère. Sincèrement, j'aime l'éducation et j'aime la France. Voilà. Après, vous pouvez trouver que c'est de la langue de bois, mais c'est la réalité.